Maintenant, si vous le voulez bien, faisons avance rapide jusqu'à la rébellion des Olympiens contre Zeus. Si vous vous rappelez, sitôt libre, celui-ci s'empressa de punir les mutins. Apollon et Poséidon perdirent momentanément leur immortalité. Héra fut attachée au-dessus de l'abîme. Héphaïstos était resté neutre dans cette affaire. Il trouvait cette rébellion stupide, mais personne ne lui avait demandé son avis. Il avait donc échappé au châtiment. Pour autant, il n'avait pas apprécié de voir sa mère suspendue au-dessus de l'abîme comme un appât vivant. Surtout, il estimait injuste que Zeus puisse s'en prendre à Héra sans que personne n'y trouve rien à redire. Quand lui l'avait attachée sur son trône, tout le monde avait crié au scandale. Et, même s'il ne l'avouait pas, il commençait à éprouver des sentiments filiaux pour sa mère. Assez en tout cas pour ne pas vouloir qu'elle se balance au-dessus de la gueule du chaos. Une nuit, ne supportant plus de l'entendre crier, il se leva, prit sa caisse à outils et alla la secourir. À l'aide de grappins, d'un harnais de sécurité, d'un échenilloir, d'une corde et bien sûr d'un morceau de ruban adhésif, il réussit à la redescendre. Une fois en sécurité, Héra se jeta à son cou, éperdue de gratitude. Entre deux sanglots, elle lui promit de ne plus jamais le traiter de monstre ni d'affreux. Quand il apprit ce qui s'était passé, Zeus déboula dans les appartements d'Héphaïstos, le visage aussi sombre qu'un nuage d'orage. L'air crépitait autour de lui. « Qui t'a permis de faire ça ?» rugit-il. « Je vais t'apprendre à braver mon autorité !» Quand ils sont en colère contre leur fils, la plupart des pères se contentent de passer un savon ou de confisquer la Xbox. Zeus, lui, saisit Héphaïstos par la cheville, le faisant tomber, et le traîna jusqu'à la fenêtre la plus proche. Héphaïstos était fort, mais pas ses jambes. Une fois à terre, il avait du mal à se défendre. Zeus, en revanche, était en pleine forme. Il faisait pas loin de 6 heures de musculation chaque semaine. « Ciao, bricolo !» hurla-t-il en jetant le forgeron du haut de l'Olympe une fois de plus. La chute d'Héphaïstos dura une journée entière, ce qui lui laissa tout le temps de se demander ce qu'il avait fait pour mériter des parents aussi horribles. Il finit par s'écraser sur l'île de Lemnos, ce qui n'arrangea ni ses jambes ni son visage. Tous les os de son corps se brisèrent. Il resta là, incapable de bouger et en proie à une douleur intolérable, jusqu'à ce qu'une tribu locale le découvre. Les Cynthiens n'étaient pas d'origine grecque et ils pratiquaient la piraterie le long des côtes de la mer Égée. Malgré leur mauvaise réputation, ils se montrèrent accueillants avec Héphaïstos. Ils le transportèrent jusqu'à leur village et le soignèrent du mieux qu'ils purent. Une fois remis pour les remercier, il devint leur protecteur et établit son QG sur leur île. Des siècles plus tard, les Grecs étaient encore nombreux à visiter Lemnos pour voir l'endroit où Héphaïstos était tombé pour la 2e fois. Parce qu'elle était imprégnée d'Icor, ils attribuaient à la terre qu'avait touché son corps des pouvoirs de guérison extraordinaires. Appliquée sur la peau, elle faisait disparaître les ecchymoses et guérissait les blessures. On prétendait même qu'elle soignait les morsures de serpents. Héphaïstos finit par guérir et regagner l'Olympe. À la suite de cet incident malheureux, il subsista toujours une gêne entre Zeus et lui, malgré leurs efforts pour oublier que l'un avait balancé l'autre par la fenêtre. Zeus devait être conscient d'avoir réagi de manière excessive, et je suppose qu'Héphaïstos redoutait de le provoquer. Sans doute en avait-il marre de se faire jeter du haut de l'Olympe. Héphaïstos partageait son temps entre ses différents ateliers, à Lemnos, au fond de la mer, et sur plusieurs îles de la Méditerranée. Quand un volcan se mettait à fumer et à cracher de la lave, c'était presque toujours le signe que le dieu venait d'y établir sa résidence et activait sa forge. Pour cette raison, Héphaïstos est aussi le dieu des volcans. Le mot lui-même provient de son nom latin, Vulcain. Outre les ânes, il aimait les chiens et son oiseau préféré était la grue, sans doute à cause de ses pattes frêles mal assorties à son corps, comme chez un certain dieu forgeron. Héphaïstos était principalement réputé pour la perfection de ses créations. Chez les anciens auteurs grecs, vous trouverez des descriptions interminables de chaque bouclier et pièce d'armure fabriquées par lui. Leurs couleurs, leurs décorations, le type d'œillet, de pointe et d'autres outils qu'il avait employés pour les fabriquer. Pour faire court, Héphaïstos était vraiment doué. Il avait construit des trônes pour chacun des Olympiens et la plupart n'étaient même pas piégés. Il avait conçu une escadrille de guéridons montés sur roulettes qui se déplaçait à travers la salle de banquet du palais, proposant boissons et amuse-gueules aux invités. Si l'un d'eux s'exclamait « Bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mon iPhone ?»
Un des guéridons accourait aussitôt vers lui et ouvrait son tiroir, révélant le téléphone égaré. Pratique, non? Héphaïstos fabriquait également les plus belles armes et armures. Certes, les Cyclopes et les Telchines étaient de bons artisans, mais aucun n'arrivait à la cheville du dieu forgeron. Héraclès, Achille, les plus grands héros grecs portaient ses créations et lui faisaient de la pub gratos. Ces chars avaient les meilleures suspensions, ainsi qu'un paquet d'options. Transmission intégrale, lame rotative montée sur les essieux, en équipement de série. Il savait tout faire, depuis les bijoux jusqu'au palais. Il avait même aménagé une vaste demeure souterraine, genre bunker, pour le roi de Chios. Mais la spécialité d'Héphaïstos, c'était les automates, des créatures mécaniques qu'on peut considérer comme les premiers robots. Dans son atelier, il était assisté par des femmes automates en or. Il en fabriqua 4 pour Apollon, qui chantait ses louanges en canon. Le roi Alkinoos lui commanda une paire de chiens de garde, l'un en or et l'autre en argent, plus intelligents et féroces que nature. À Laomédon, il offrit une vigne en or qui poussait et portait des fruits, comme une vraie. Pour Minos, il forgea un géant de bronze, Talos, qui patrouillait nuit et jour autour de son palais. Chevaux, taureaux, êtres humains, il suffisait de demander. Moi, si je deviens roi un jour, je jure de lui commander une armée de lamas en or géant qui cracheront de l'acide. Pardon, je m'égare. Je vais maintenant vous raconter comment Héphaïstos découvrit que sa femme Aphrodite le trompait avec Arès. Il n'y a pas de lama dans cette histoire, mais Aphrodite et Arès s'y font gravement humilier et ça, ça fait toujours plaisir. Si ça n'avait tenu qu'à elle, Aphrodite n'aurait jamais épousé Héphaïstos. Tout ce qui l'intéressait chez un homme, c'était son physique et le forgeron était tout sauf beau. Malgré les efforts d'Héphaïstos pour être un bon époux, à peine marié, elle entama une liaison avec Arès. Très vite, tout le monde fut au courant. Sauf Héphaïstos. Comment pouvait-il être aussi naïf? Peut-être cherchait-il à se convaincre que s'il se conduisait bien avec elle, Aphrodite finirait par l'aimer. Certes, il avait remarqué que les autres dieux chuchotaient et ricanaient derrière son dos, mais ça n'avait rien de nouveau. C'est seulement à la naissance du premier enfant d'Aphrodite qu'il commença à avoir des soupçons. Il s'attendait à ce que le bébé hérite de son infirmité, ou à tout le moins de ses traits grossiers, de ses verrues, ou même de sa barbe. Mais le nouveau-né, Eros, était en tout point parfait. Et il présentait une ressemblance troublante avec Arès. Héphaïstos trouva ça bizarre, mais il garda ses réflexions pour lui. Le deuxième enfant qu'Aphrodite mit au monde, une fille, Harmonie, ne ressemblait pas davantage à Héphaïstos, ce qui aggrava le trouble de celui-ci. Chaque fois qu'il appelait l'enfant « ma fille », les autres dieux semblaient se retenir de rire, tandis qu'Aphrodite et Arès échangeaient des regards entendus. Hélios finit par le prendre en pitié. De son piège à fille, le titan du soleil voyait tout ce qui se passait, et même ce qu'il aurait préféré ignorer. C'est ainsi qu'il avait assisté au rapprochement entre Aphrodite et Arès. Un jour, il attira le forgeron à l'écart et lui dit « Je ne sais pas comment te l'annoncer, mais ta femme te trompe. » Héphaïstos eut l'impression qu'on venait de l'assommer avec une masse de 3 kilos. Le modèle de compète avec poignée en fibre de verre et tête en acier estampé. « C'est impossible !» protesta-t-il. « Hélas, je l'ai vu de mes yeux. Non pas que je les espionnais, mais il était difficile de les manquer. » Hélios expliquait alors à Héphaïstos que les amants se donnaient rendez-vous dans sa chambre pendant qu'il travaillait à son atelier. Le cœur de l'époux trahi fondit comme du métal soumis au feu de la forge. Puis il durcit comme l'acier trempé. « Merci de m'avoir averti, dit-il à Hélios. Je peux faire quelque chose? Leur filer un méchant coup de soleil, par exemple? Non, je me charge d'eux. » Héphaïstos regagna sa forge et confectionna un filet spécial, en fil d'or aussi fin que la soie d'une araignée, mais aussi résistant que des câbles de pont suspendus. Puis il l'ensorcela pour qu'il adhère à tout ce qui se prendrait dans ses mailles et devienne dur comme du ciment afin d'immobiliser ses futures proies. Il se rendit ensuite dans sa chambre, attacha le filet aux colonnes du lit, tel un dais invisible, et tendit un fil de détente en travers des draps. Il trouva Aphrodite dans le salon, plongée dans un roman érotique à 2 balles. « Chérie, je pars pour Lemnos, annonça-t-il. Je resterai absent quelques jours. » Aphrodite leva les yeux de son livre. « Oh, quelques jours, tu dis ?»« Oui, c'est ça. Au revoir. Tu me manques déjà, ma chérie. »« Amuse-toi bien, » lui dit Aphrodite avec un grand sourire. Héphaïstos prit sa caisse à outils,
sella son âne et se mit en route. Arès le vit sortir du palais de son balcon. Dès qu'il se fut éloigné, le dieu de la guerre courut retrouver Aphrodite qui l'attendait. « Salut beauté !» lui lança-t-il en entrant. « Je t'ai manqué ?» Ils se ruèrent vers la chambre, ôtèrent leurs vêtements et se jetèrent sur le lit, déclenchant le piège. Le filet s'abattit sur eux. Ils se débattirent, mais il collait à eux comme du papier tue-mouche, les plaquant contre le matelas et les empêchant de se transformer. Des deux, c'était Arès qui poussait les piaillements les plus aigus, sans mentir. C'est alors qu'Héphaïstos fit irruption dans la pièce, brandissant une hache. « Surprise !» rugit-il. Il fut tenté de se la jouer Chronos et de transformer la chambre en décor de film d'horreur, mais il se ravisa. La pire punition qu'il pouvait leur infliger, c'était de les laisser comme il les avait surpris, en pleine trahison. Le maquillage d'Aphrodite avait coulé, ses cheveux étaient emmêlés. Étalée sur le lit, les bras et les jambes en croix, elle semblait s'être écrasée sur le pare-brise d'une voiture. Arès gémissait faiblement à ses côtés, seulement vêtu d'une paire de chaussettes rouges et d'un boxer. C'est d'un pas décidé qu'Héphaïstos pénétra dans la salle du trône, où les Olympiens étaient rassemblés pour déjeuner. « Avant que vous passiez à table, je voudrais vous montrer quelque chose, leur dit-il. Croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. » Intrigués, les dieux le suivirent jusqu'à sa chambre, où les attendait un spectacle digne d'eux. « Vous voyez, leur dit Héphaïstos, voici ma récompense pour m'être montré un bon époux. Dès que j'ai le dos tourné, ces deux-là se mettent à fricoter. Ma femme me déteste parce que je suis laid et infirme, aussi elle me trompe avec cet imbécile. Y a de quoi vomir, non ?» Les dieux ne répondirent pas. Hermès tremblait des efforts qu'il faisait pour contenir son hilarité, tandis que Zeus se répétait « Surtout ne ris pas, surtout ne ris pas ». Puis il croisa le regard de Déméter, et son sérieux vola en éclats. Il riait si fort qu'il crut que ses côtes allaient se rompre. « Un boxer ?» dit Apollon en pouffant. « Non mais franchement !»« Aphrodite, ma chérie, tu es ravissante !» gloussa Athéna. Bientôt, la moitié des dieux se roulèrent par terre en pleurant de rire, tandis que les autres prenaient des photos avec leur téléphone afin de les poster sur Twitter et Snapchat. Héphaïstos, furieux, se retenait de les enguirlander. Quand même, ils auraient pu respecter sa douleur. C'était humiliant à la fin. Puis il réalisa que l'humiliation n'était pas pour lui, mais pour les amants pris sur le fait. Dans plusieurs siècles, les Olympiens en parleraient encore. Chaque fois qu'ils verraient Aphrodite et Arès, ils souriraient en repensant au visage maculé de rimel de l'une et au boxer ridicule de l'autre. Et on pouvait être sûr que cette histoire ressurgirait à chaque réunion de famille, ravivant la honte des deux fautifs. Au bout d'un long moment, les dieux finirent par se calmer. « J'ai bien ri, » dit Poséidon en s'essuyant les yeux. « Mais tu devrais les relâcher. »« Pas question, » répliqua Héphaïstos. « C'est une exposition permanente. » Zeus s'éclaircit la voix. « Oh, on avait dit qu'on arrêtait de s'attacher les uns les autres, observa-t-il. T'as eu ta revanche, maintenant libère-les. » Héphaïstos lui lança un regard noir. « Aphrodite sera libre dès que tu m'auras rendu sa dot. Je ne veux plus jamais la voir chez moi, ni dans ma vie. Elle n'est pas digne d'être ma femme. » Zeus pâlit. En ce temps-là, quand vous vouliez vous marier, vous deviez offrir des cadeaux à la famille de votre future épouse. La dot, on appelait ça. Comme Aphrodite n'avait pas proprement parlé de père, c'était Zeus qui avait accordé sa main à Héphaïstos en échange de quelques-unes de ses créations. En cas de rupture du mariage, il devait restituer celle-ci à son ex-gendre. Or, il n'avait aucune envie de se séparer de son grille-pain en bronze, de ses clubs de golf, de sa télé à écran plasma. Dit Zeus. Bon, la réflexion, elle a bien mérité son sort. Tu n'es pas sérieux là, protesta Héra. Si elle détestait Aphrodite, elle désapprouvait toute entrave à la liberté d'une déesse. C'est bon, soupira Zeus. Héphaïstos va récupérer sa dot et Aphrodite sortira de sa vie. Elle n'en a jamais vraiment fait partie, marmonna le dieu forgeron. Poséidon n'était pas satisfait. Malgré leurs différents passés, il s'entendait assez bien avec Arès, et comme personne ne semblait vouloir intervenir en sa faveur... « Tu dois aussi libérer Arès, dit-il à Héphaïstos. C'est une question de justice. » Le dieu forgeron faillit s'étrangler. « Tu oses me parler de justice alors qu'il m'a humilié dans ma propre chambre ?» « Crois bien que je compatis, reprit Poséidon. Fixe un prix pour sa liberté et il te paiera ce que tu demanderas. Je m'en porte garant. » Arès poussa un couinement, mais il n'osa pas protester. Le filet meurtrissait sa peau délicate. « D'accord, dit Héphaïstos.
J'exige 100 charrettes remplies d'armes, d'armures et d'autres prises de guerre, le tout provenant de la forteresse d'Arès et choisi par mes soins. » Arès trouva que c'était cher payé, mais il fit signe qu'il acceptait. Héphaïstos délivra les deux amants. Comme il l'avait prévu, leur mésaventure continua à alimenter les conversations des Olympiens durant plusieurs siècles, faisant d'eux un objet de risée générale. Aphrodite cessa de partager ses appartements. Peut-on considérer qu'ils étaient divorcés ? Je n'en sais rien, mais de toute façon, leur mariage n'avait jamais été qu'une façade. Une fois libre, Héphaïstos eut des liaisons avec des femmes dont plusieurs lui donnèrent des enfants. Et il poursuivit de sa haine ceux qu'Aphrodite avait eus avec Arès. Prenez Harmonie, par exemple. Vous savez, la déesse mineure devenue mortelle, l'épouse de Cadmos transformée en serpent en même temps que lui. On peut dire qu'elle n'avait vraiment pas de veine. Héphaïstos la détestait car elle lui rappelait constamment la liaison d'Aphrodite avec Arès. La pauvre fille n'y était pour rien, mais même les braves types se conduisent parfois comme des abrutis. Quand elle épousa Cadmos, Héphaïstos lui offrit un collier de sa fabrication. Un bijou magnifique, étincelant de pierreries serti dans une dentelle d'or. Malheureusement, il était gravement ensorcelé. Il attira la malchance non seulement sur Harmonie, d'où sa transformation en serpent, mais aussi sur ses descendantes. Toutes celles qui le portèrent au fil des siècles vécurent d'horribles tragédies. Je n'entrerai pas dans les détails. Simplement, cette histoire met en lumière le côté sombre d'Héphaïstos. Si jamais vous trouvez un de ces colliers, regardez s'il y a quelque chose de gravé dessus. Si vous lisez « Félicitations Harmonie », un conseil, jetez-le. Une fois séparé d'Aphrodite, Héphaïstos se consola avec Aglaé, une des charités. Aucun rapport avec l'armée du salut. Ces trois sœurs personnifiaient la grâce et le plaisir. Elles étaient les servantes d'Aphrodite. La connaissant, celle-ci a dû se sentir insultée en apprenant la liaison de son ex avec l'une d'elles. Non seulement il l'avait jetée, mais il se vengeait d'elle en sortant avec sa bonne. Aglaé donna plusieurs filles à Héphaïstos. Le dieu forgeron eut également des aventures avec une flopée de mortels, et les fils qu'il eut avec celle-ci régnèrent sur différentes cités grecques. Il eut même un coup de cœur pour la nymphe Ethna, la déesse de la montagne du même nom. Si vous vous rappelez, Zeus avait enseveli le géant Typhon sous celle-ci. J'ignore ce qu'Héphaïstos lui trouvait, vous sortiriez avec une montagne, vous. Mais leurs enfants, les Paliques, sont les esprits des geysers et des sources d'eau chaude. Les plus intéressants des enfants d'Héphaïstos étaient les jumeaux qu'il avait eus avec la nymphe Kabiro, les Kabyres, Alcon et Eurymédon. Je vous rassure, la prochaine interrogation ne portera pas sur eux, vous n'êtes donc pas obligé de retenir leur nom. Les Kabyres étaient tout le portrait de leur père, d'excellents artisans, incroyablement laids. On les décrit parfois comme des nains, sans doute parce qu'ils paraissaient petits auprès de leur père. Ils lui donnaient un coup de main dans sa forge de Lemnos et combattirent même en son nom. Quand Dionysos marcha sur l'Inde, ils faisaient partie de l'expédition, mais ils s'attirèrent tellement d'ennuis que leur père vint à leur secours. Vous ne saviez pas que le dieu du vin avait déclaré la guerre à l'Inde ? J'y reviendrai plus tard. Mais d'abord, j'ai envie d'un brin de poésie. Comment ça, pas vous ? Oh, dommage, parce que Apollon s'impatiente. Il a hâte que je vous le présente. Et comme il est le plus cool des Olympiens, même si c'est lui qui le dit, je ne le ferai pas attendre plus longtemps.